Bonsoir à tous, Bouge la France ce soir avec plusieurs parties et un peu plus court comme tous les mercredis soirs. On va parler de la rallonge obtenue par les retraités aujourd'hui de 200 €, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a annoncé et c'est Jean-Luc Gombault qui va vous l'expliquer. Ensuite on reçoit à l'occasion de la question du Figaro.fr quelle doit être la priorité de la recherche médicale. Nous recevons donc Alice Dautry, présidente de l'Institut Pasteur, en pleine actualité comme vous le savez aujourd'hui avec le procès des hormones de croissance. Et puis on parlera bien sûr des primaires. Difficile de dire après la nuit que nous avons passée qui sort vainqueur et dans un camp et dans l'autre pour être tout à fait exact. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, de tirer ça au clair avec Charlotte Lepris qui est chercheuse à l'IRIS, spécialiste des États-Unis et le directeur du Harris Bar. C'est un bar américain à Paris où les clients américains viennent souvent se confier. Ils votent même avant les scrutins qui auront lieu en novembre et leur vote, paraît-il, donne toujours le vrai nom du vainqueur. On verra si ce sera le cas encore cette fois-ci. Tout de suite le journal Marie-Laetitia Bourriez. Vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir à tous. C'était un espoir de guérison pour des centaines de familles. C'est devenu un poison mortel. Le procès des hormones de croissance s'est ouvert aujourd'hui à Paris après 16 ans d'instruction. L'affaire rassemble 250 parties civiles. 7 médecins comparaissent pour homicide involontaire. Aujourd'hui, plus de 110 personnes sont décédées. Des années après avoir reçu le traitement, d'autres pourraient encore succomber. Rappel des faits avec Catherine Rougerie. Par le dépôt d'une plainte. Des parents veulent comprendre pourquoi leur enfant est mort après avoir reçu de l'hormone de croissance. 17 ans plus tard, le procès s'ouvre enfin. Première question, pourquoi un si long délai ? Il y a un manque de moyens qui est essentiel puisque ce type de dossier est très difficile à gérer, c'est très long et s'il n'y a pas assez d'enquêteurs, assez d'assistants, assez de greffiers, assez de moyens humains et matériels, ça peut durer des années comme ça a pu durer pour l'hormone de croissance. Au cœur de l'affaire, les conditions de production de l'hormone de croissance à partir de cellules des hypophyses prélevées sur les cadavres humains. Sur le banc des prévenus, 7 médecins et pharmaciens. Autre enjeu du procès, y a-t-il des responsables ? Il faut essentiellement se replacer dans le contexte, c'est-à-dire un contexte de méconnaissance tant sur la maladie, sur sa propagation. J'en reviens à la collecte, puisque c'est elle qui m'intéresse avant tout, la collecte des hypophyses. Il n'y avait strictement aucune réglementation, aucun texte de loi qui disait ou qui obligeait à faire ou ne pas faire telle ou telle chose. Inacceptable pour les parties civiles. En effet, dès le début des années 80, le professeur Luc Montagnier pointe les risques de contamination. 1985, les États-Unis stoppent la distribution de l'hormone après avoir établi le lien direct entre la maladie de Creutzfeldt-Jakob et l'hormone. Pas la France. Elle attendra 1988 pour mettre un terme à la distribution. Après 17 ans de procédure, les familles des victimes tiennent enfin leur procès. Nous attendons que la justice soit rendue, c'est-à-dire que les personnes, les prévenus, soient sanctionnées. On veut savoir qui était dans tel ou tel service à l'époque. Qui aurait pu arrêter la machine infernale et ne l'a pas fait. À elle seule, la France compte plus de la moitié des décès dans le monde liés à la prescription de l'hormone. Le procès qui doit durer 4 mois devra dire pourquoi. Une avance de 200 € pour les bénéficiaires du minimum vieillesse. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Nicolas Sarkozy aux partenaires sociaux réunis à l'Elysée. Cette année, l'allocation devrait passer de 628 à 660 € par mois. Ce devrait être une première étape vers l'augmentation de 25% en 5 ans annoncée hier par François Fillon. Le Parti communiste dénonce le grand bluff du gouvernement. Au Tchad, le président Idriss Déby annonce qu'il n'exclut pas de gracier les 6 Français inculpés en France pour l'affaire de l'Arche de Zoé. Aujourd'hui, le ministre de la Défense Hervé Morin s'est rendu à N'Djamena. Il a assuré le président tchadien du soutien de la France. Idriss Déby a affirmé à cette occasion qu'il avait le contrôle sur l'ensemble du Tchad. Les taxis se sont apparemment fait entendre. Selon leur principal syndicat, le gouvernement ne reprendra pas les propositions du rapport Attali. Pour la 2e fois, ils ont organisé aujourd'hui de nombreux blocages routiers. Dans leur ligne de mire, la possibilité d'obtenir des licences gratuites pour multiplier le nombre de taxis.
Et puis toujours au chapitre des inquiétudes suscitées par le rapport Attali, la suppression des départements provoque de nombreux débats. Aujourd'hui, Christian Poncelet a reçu les présidents des conseils généraux pour évoquer cette épineuse question. Fabrice Cunet. Irréaliste, farfelu ou au mieux malvenu, la proposition de la commission Attali de supprimer les départements soulève encore les commentaires ce midi. Le président du Sénat la juge, lui, excessive. C'est le lieu, ni trop près, ni trop loin, qui permet d'exprimer sur le terrain une solidarité, bien sûr, raisonnée et raisonnable. Je n'en dirai pas davantage, sauf à citer Talleyrand qui disait « tout ce qui est excessif devient insignifiant ». Bien sûr, Nicolas Sarkozy a rejeté la proposition de la commission Attali, mais le débat est relancé. Pour les présidents des conseils généraux, il faut réorganiser les départements. Il n'est pas interdit de moderniser l'organisation départementale qui date de la Révolution et on peut imaginer, sur la base du volontariat, que certains départements puissent fusionner entre eux afin d'en réduire le nombre. Revoir la carte des départements, donc revoir aussi le mode d'élection des conseillers généraux. La force des départements, c'est la proximité, mais le mode d'élection n'est pas fondamentalement la meilleure chose qui soit pour que nos concitoyens puissent percevoir, bien entendu, l'intérêt de ces départements. C'est-à-dire qu'il faut une élection tous les 6 ans, avec un renouvellement, comme c'est le cas dans les municipalités. Pour ces présidents de conseils généraux, toutes tendances politiques confondues, le département est indispensable de par ses compétences en matière sociale notamment, mais une réforme est nécessaire pour améliorer son image et son efficacité. 2 familles de sans-papiers invitées au Sénat. Aujourd'hui, des sénateurs de gauche ont organisé une conférence de presse avec le réseau Éducation sans frontières. Objectif, montrer les vies humaines qui se cachent derrière les statistiques. Parmi les sénateurs mobilisés, Jean-Luc Mélenchon, Jean Desessard ou encore Nicole Borvo. Tout de suite, je vous propose d'écouter la présidente du groupe communiste au micro de Nicolas Béard. Elle appelle d'autres parlementaires à se mobiliser. C'est gênant pour un gouvernement que des représentants du peuple, fussent-ils de l'opposition, on est dans un pays démocratique, les représentants du peuple parrainent des personnes qu'eux considèrent en gros comme des délinquants. C'est gênant, on fait parler d'eux, on fait parler de ça, on fait parler de la situation. Donc c'est bien, il faut le faire, il faut j'appelle moi tous les parlementaires à le faire évidemment, car ils ne sont que les représentants du peuple. Donc il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. Elle est têtue et elle sait se faire entendre. Philippe Séguin défend l'action de la Cour des comptes. À l'heure de rendre son rapport annuel, il a souligné des exemples encourageants de recommandations suivies par l'État, notamment la taxation des stocks options. Mais il reste encore beaucoup de gaspillage dans sa ligne de mire. La gestion des actions de l'État est montrée du doigt. Alexandra Turpin. À la fois actionnaire, client et dernier secours en cas de problème. L'État n'est pas dans une position simple dans les entreprises publiques. La récente crise de ADS le montre bien, la Cour des comptes ne comprend pas la logique de l'État quand il décide, ou non, de privatiser. Certaines privatisations ont coûté très cher aux contribuables, celle des autoroutes en particulier, du fait de la hausse des péages. Selon toute vraisemblance, par défaut de vigilance de l'administration, les automobilistes payent plus qu'ils ne devraient. On espère qu'aussi rapidement que possible, les choses reviendront dans l'ordre. Mais actuellement, les tarifs qui sont pratiqués ne correspondent pas aux frais d'investissement et aux frais d'exploitation et les calculs ne sont pas bons. Depuis 2004, l'Agence des participations de l'État, rattachée au ministère de l'économie, travaille à une meilleure gestion des actions. Mais pour la Cour des comptes, ce n'est pas suffisant. Une position partagée par le Sénat qui en appelle au gouvernement. Il faudrait d'abord que le gouvernement dise clairement ce qu'il attend au plan stratégique de cette agence et qu'il fixe des objectifs sans ambiguïté. Que les ministres évitent d'interférer dans le fonctionnement des entreprises que contrôle l'État. Ça me paraît être une nécessité absolue. En 2007, l'État contrôle encore directement 90 entreprises publiques et 755 indirectement. Et Philippe Séguin a confirmé aujourd'hui que la Cour allait procéder en 2008 à un audit des comptes de l'Assemblée nationale à la demande de son président Bernard Accoyer, une première. L'actualité à l'étranger, aux États-Unis, le combat continue pour Barack Obama et Hillary Clinton. Hier, les électeurs des 24 États appelés aux urnes n'ont pas vraiment départagé les deux candidats démocrates. Le Super Tuesday a en revanche permis d'y voir un peu plus clair côté républicain. Le sénateur de l'Arizona, John McCain, confirme sa position
classement de favoris. Voilà Pierre pour les informations ce soir. Merci beaucoup. J'étais en train de regarder les résultats de la bourse aux États-Unis avec un Dow Jones qui continue de descendre et le Nasdaq également, 1,33 et 0,5 pour le Dow Jones, en moins encore aujourd'hui. On va pas parler de ça bien sûr, mais d'économie dans un instant avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. Nicolas Sarkozy a proposé 200 € supplémentaires aujourd'hui pour le minimum vieillesse à l'occasion de sa rencontre avec les partenaires sociaux. On se souvient qu'au mois de décembre, ça a d'ailleurs été un tollé, même un petit peu dans la majorité d'ailleurs. Le gouvernement avait fixé l'augmentation de la retraite à 1%, alors que c'est pareil que pour les fonctionnaires, et c'est valable pour tout le monde. La croissance, l'inflation est à 1,5, 1,6 même d'ailleurs pour 2008. Donc évidemment, on se pose quand même des questions. Est-ce que cette rallonge là de dernière minute, est-ce qu'elle rectifie le tir? Est-ce que c'est fait pour ça? Disons qu'elle rectifie pas exactement le tir, elle remet le tir dans le bon sens, puisque dans le programme du candidat Sarkozy, il avait été écrit qu'on revaloriserait le minimum vieillesse de 25%. Et effectivement, sur 5 ans. Et effectivement, ce 1,1% d'augmentation des retraites en début 2008 avait été du plus mauvais effet et ont pressé le président de confirmer avant les municipales, de confirmer cette promesse électorale. Ça a commencé hier où Monsieur Fillon a dit oui, effectivement, on augmentera de 25%. Il l'a dit à l'Assemblée nationale. Il l'a dit ce matin, on augmentera de 5% dès 2008. Et Monsieur Sarkozy a donné un chiffre, les fameux 200 € pour l'année. Ce qui nous portera le minimum vieillesse à 7 500 € dans l'année pour un coût pour cette année de 500 millions d'euros. En tout cas, le processus d'augmentation, d'accomplissement de la promesse électorale de Sarkozy est en route. 25% sur 5 ans, ça va coûter quand même en 2012, 2,5 milliards d'euros. Alors justement, comment on va financer cette augmentation? Alors ça, c'est une question. La réponse, à mon sens, est assez compliquée parce que aujourd'hui, le minimum vieillesse, c'est 680 € par mois. Bien. Si vous n'avez pas travaillé de votre vie, vous avez touché le RMI pendant 20 ou 30 ans, vous êtes sûr de toucher cette somme. C'est le minimum vieillesse, c'est même plus que le RMI. Quelqu'un qui a fait sa carrière au SMIC, par exemple, ou même en dessous du SMIC, il va toucher ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, mais pas suffisamment pour avoir une retraite convenable, on leur donne 880 €. Si vous augmentez de 25% le minimum vieillesse, vous allez avoir des gens qui ont vécu toute leur vie au RMI, qui vont avoir pratiquement la même retraite que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Donc ça pose un réel problème, c'est-à-dire vous avez un écrasement de la pyramide des pensions. Donc dès que vous allez augmenter le minimum vieillesse, il va falloir augmenter aussi les retraites, les petites retraites, les retraites de base de gens qui ont quand même travaillé. On peut pas faire travailler plus pour gagner plus et avoir la même retraite en bout de course. Donc, il faut ajouter aux 2,5 milliards du simple minimum vieillesse l'ensemble des augmentations qu'il va falloir donner à ces gens qui sont entre les deux. Et il faut rajouter au moins encore 2,5 milliards. Et donc là, le débat est là. La CNAF dit, attendez, c'est bien d'augmenter le minimum vieillesse, mais c'est pas pour nous. Les minima, c'est à l'État de s'en occuper, c'est pas à des caisses de sécurité sociale de le faire. Donc, on se met devant un type de problème un peu nouveau, du fait même qu'on veut revaloriser les minima. Alors mettons-nous aussi à la place des fonctionnaires. Ils voient qu'on vient d'accorder une rallonge pour les retraités. Ils ont appris hier qu'ils allaient être augmentés seulement de 0,5% en 2008. Est-ce qu'ils peuvent aussi prétendre à une autre rallonge la différence entre les fonctionnaires et le minimum vieillesse, c'est que la hausse des salaires des fonctionnaires n'est pas dans le programme de Monsieur Sarkozy, alors que la hausse du minimum vieillesse l'était. Mais il faut bien se rendre compte. Vous savez, on vient de voir là pour les minimum vieillesse, l'augmentation de 25%, c'est quand même pas lourd au bout du compte quand même ce que vos gens vont gagner à la fin du mois. Non. Vous en avez pour 2,5 milliards plus toutes les conséquences que j'ai signalées. Pour les fonctionnaires, 0,5%, c'est quand même 350 à 400 millions d'euros dans le budget. Donc même des toutes petites choses, ça chiffre extrêmement... Multiplié par le nombre, ça va très vite. Ça va extrêmement vite. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis. On va passer à la question du jour que vous avez pu voir sur le Figaro.fr dès ce matin. Quelle doit être la priorité de la recherche médicale? On voit ça maintenant.
Voilà, question d'actualité, bien sûr, le jour où le procès de l'hormone de croissance s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Paris. Je reçois Lise Dautry, bonsoir, vous êtes directrice générale de l'Institut Pasteur qui fête également ses 120 ans, donc actualité cumulée, mais bien sûr, on va commencer par ce procès ce matin, qui a commencé ce matin. Replaçons-nous dans le contexte. Est-ce que ce procès sur les hormones de croissance, est-ce que c'est un boulet que vous allez traîner encore longtemps ? Je crois que c'est surtout une affaire extrêmement douloureuse. Et d'abord, ce que je voudrais dire, c'est dire aux familles à quel point, à titre personnel, je pense à elles. Moi, je suis mère de famille et je trouve qu'ils vivent un drame depuis très longues années qui est très, très, très lourd. Et même si moi, j'ai pas été impliquée parce que je suis bien trop jeune, c'est une histoire ancienne, mais vraiment, je le ressens très directement comme un drame terrible. C'est effectivement une histoire très ancienne. Ça remonte aux années 73 en France et aux années 1958 aux États-Unis, où il existait un traitement aux États-Unis pour traiter les enfants atteints de nanisme hypophysaire. C'était une maladie rare, souvent des enfants qui avaient eu des problèmes de santé à un moment donné. Et puis en 73, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place ce qui s'appelait l'association France Hypophyse et qui n'existe plus, pour essayer de fournir de l'hormone de croissance à ces enfants. Et donc aujourd'hui, il y a le procès qui commence de 7 personnes qui sont mises en examen. Parmi celles-là, il y en a une qui travaillait à l'Institut Pasteur, qui dirigeait un laboratoire, qui était impliquée dans une chaîne qui se chargeait de collecter les hypophyses sous la responsabilité de l'association France Hypophyse. Elles arrivaient au laboratoire de l'Institut Pasteur, l'hormone était extraite. Ensuite, ça allait à la pharmacie centrale des hôpitaux. Et ensuite, c'était distribué aux médecins et aux malades. Alors, est-ce qu'il y a eu erreur et à quel endroit, à quel niveau elle a été commise? Alors, vous savez, c'est un procès qui va durer 4 mois. Je crois que s'il dure 4 mois, c'est parce qu'il y a beaucoup de sujets à débattre, beaucoup de témoins à entendre. Je ne peux pas faire le procès à ce stade-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que réellement, l'agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est quelque chose de très nouveau. C'est le prion. Alors maintenant, tout le monde a entendu parler de la maladie de la vache folle et c'est la même chose. Mais est-ce qu'à l'époque, on pouvait vraiment rien savoir? À l'époque, au moment où les lots ont été contaminés, qui malheureusement ont rendu ces enfants malades, il faut le dire, c'était 1985. À ce moment-là, l'agent de la Creutzfeldt-Jakob, qui est le prion, qui est quelque chose d'extrêmement qui était extrêmement nouveau, bizarre pour les biologistes, n'était pas connu. Voilà, maintenant, le procès va analyser ce qui s'est passé. Il s'est peut-être quand même passé des choses, et je ne sais pas lesquelles, et je crois qu'il faut qu'on garde l'esprit ouvert. Moi, aujourd'hui, si vous voulez, l'Institut Pasteur, et là, je crois j'ai exactement le même point de vue que celui des familles. On a besoin de comprendre, on a besoin de savoir ce qui s'est passé, on a besoin d'avoir toute la clarté sur cette affaire. Même vous, aujourd'hui, avec l'expérience, avec les informations qu'on a eues depuis, vous avez du mal à expliquer comment ça a pu se passer? J'ai un certain nombre d'hypothèses, mais... Vous n'êtes sûr de rien? Moi non, parce que je n'ai pas tous les éléments, j'ai des hypothèses et justement ce que j'attends c'est qu'on comprenne, et ça je crois que là vraiment j'ai le même point de vue que les familles, même si c'est pas pour les mêmes raisons, je crois que c'est très important pour nous. Il faut bien comprendre que l'Institut Pasteur depuis toujours est une fondation privée reconnue d'utilité publique dont la fonction c'est de faire la recherche pour aider à améliorer la santé. Bon. Quand les pouvoirs publics nous demandent de participer à quelque chose, bien naturellement, nous intervenons. À cette époque, c'était les pouvoirs publics qui avaient demandé au directeur de l'Institut Pasteur de l'époque qu'un laboratoire participe à ce travail. Bon, vous imaginez que pour nous et pour moi, qui ai l'honneur de diriger cet institut qui va avoir 120 ans, de nous dire que notre mission, enfin ce qui nous fait avancer tous les jours, c'est de se dire que voilà, tous les jours on travaille pour faire des découvertes pour améliorer la santé. Oui, mais est-ce que cette recherche, inéluctablement, elle n'est pas vouée à commettre des erreurs, le moins souvent possible, mais de temps en temps, oui? Alors, des erreurs, il y en a toujours, mais la recherche, c'est de la recherche. L'histoire de l'hormone de la croissance, ça n'était pas de la recherche. On extrayait un produit, ça n'était pas de la recherche. Quand on fait de la recherche, on essaye de faire des découvertes.
À cette époque-là, et l'Institut Pasteur a totalement arrêté, l'Institut Pasteur était impliqué dans quelques activités comme celle-là. Maintenant, on s'est complètement concentré sur notre mission première qui est de faire de la recherche. Et donc, de toute façon, on ne peut pas se trouver actuellement dans ce genre de situation. Ceci dit, je crois qu'il faut être prudent, il faut être toujours extrêmement vigilant, il faut toujours se dire que, quelle que soit notre activité, on doit surveiller toujours de tous les côtés en se disant il peut arriver quelque chose, à nous d'être vigilants. Même l'Institut Pasteur n'est toujours pas à l'abri de ce... Je crois que personne dans la vie n'est à l'abri. Ouais. C'est juste une règle de vie. Je crois que quoi qu'on fasse, quelle que soit notre activité humaine, il y a un moment des risques. Et ce que nous devons faire, par contre, c'est être extrêmement vigilant pour les éviter. Et bien évidemment, dans le domaine médical, on prend quelquefois des risques un peu plus importants que dans d'autres. Ouais. Et on doit être particulièrement vigilant, justement. Il y a des réflexions qui ont été données par les internautes par rapport à la question que nous avions posée, quelle doit être la priorité de la recherche médicale. La plupart des internautes réagissent en disant la recherche doit se concentrer sur les maladies que rencontreront les Français dans leur vie, c'est-à-dire le cancer, Alzheimer. Est-ce que la recherche doit se contenter de cela? Est-ce qu'il faut aller explorer dans d'autres domaines pour justement même progresser dans ces domaines? C'est une question très intéressante que les internautes ont posée, à laquelle ils ont répondu. La recherche, Tatou, Nicolas, tout cela ont posé. Voilà, la recherche est pleine de surprises. Et les recherches qui permettent de faire des vraies découvertes, celles qui vont nous apporter les médicaments de demain, dans 15 ans, dans 20 ans pour nos enfants, celles-là sont imprévisibles. Ce qui n'empêche pas quand même de travailler effectivement sur les maladies qui nous intéressent, le cancer, l'Alzheimer, mais bien d'autres. Il ne faut pas oublier qu'il y a des tas de pays qui souffrent aussi du paludisme, du sida, et pas seulement des maladies que nous avons nous. Mais quand même, je crois que c'est très important de dire que les vraies découvertes, celles qui vont nous apporter réellement des nouveaux médicaments totalement nouveaux, des traitements totalement nouveaux, celles-là, c'est pas en ciblant très précisément tel ou tel sujet qu'on va les faire. Donc la recherche, elle doit être à la fois à risque, c'est-à-dire imaginer quelque chose de réellement de nouveau, ce qui va préparer le futur dans 20 ans, ou dans 15 ans, ou je ne sais pas, et puis en même temps, ce qui nous permet d'avancer tous les jours et peut-être de trouver des améliorations demain, après-demain. Donc je crois qu'il faut mener les deux combats en même temps. Alors maintenant, la façon de la mener, réaction de Ron, qui est, nous dit-il, un directeur de recherche médicale français. Et il nous dit que la recherche médicale, scientifique en général, ne peut être conçue dans un cadre restreint comme la France. Il faut l'internationaliser. C'en est où ça? Quels sont les rapports lorsqu'il y a des programmes de recherche qui sont lancés? Est-ce qu'il y a des liens avec les autres pays? Je pense bien sûr aux États-Unis, mais aux Japonais également. La recherche est très internationale, et depuis longtemps. Parce qu'il y a des concurrences, on le sait bien. Oui, les laboratoires sont heureux d'annoncer que c'est eux qui ont trouvé une avancée quelconque. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a à la fois des collaborations très intenses, des échanges considérables tout le temps. Alors, Internet, bien sûr, mais depuis très longtemps. Et en même temps, des concurrences qui sont stimulantes, qui fait qu'en fait, on a envie d'avancer plus vite et de gagner. Et quelque part, la concurrence, c'est aussi stimulant. Mais il n'y a pas de guerre industrielle carrément de la recherche. Non, je ne dirais pas qu'il y a des guerres industrielles. Il y a des moments où on a envie d'arriver avant et on se bat un peu plus. Mais c'est comme le sport. Je crois que vous avez l'expérience du sport. On a envie, à la fois, on peut être très proche de ceux avec qui on travaille, puis à un moment, on a envie d'être le premier quand même. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Juste pour vous donner une idée sur l'Institut Pasteur, une des manières de mesurer la recherche, c'est les travaux scientifiques qui sont publiés dans des articles scientifiques. À l'Institut Pasteur, environ 80% de nos publications sont en collaboration et la moitié avec l'étranger. C'est-à-dire que ce sont des travaux qui sont faits avec des laboratoires, donc des laboratoires de l'Institut Pasteur, mais aussi des laboratoires européens, américains, japonais, africains, tout ce que vous voulez, puisque nous avons un réseau international d'instituts dans le monde entier, en Asie du Sud-Est, en Afrique, mais aussi en Europe. Et puis nous avons des collaborations dans tous les pays, en Europe, aux États-Unis, mais aussi bien d'ailleurs en Chine, à Singapour, en Afrique beaucoup, voilà. Donc ça, ce sont nos spécificités. Alors, 120 ans de l'Institut Pasteur, ça va nous donner une année qui va être axée comment? Sur quelle recherche? Sur quel programme? Alors,
120 ans, d'abord, c'est une série d'événements qu'on fête, hein, parce que c'est les 120 ans d'Institut Pasteur, c'est les 25 ans de la découverte du sida, et je crois que vous avez pas mal d'auditeurs jeunes, je crois qu'il y en a qui sont nés pas très longtemps avant ou après. Oui, ce sont les générations sida. Oui, générations. Bon, ça dès le début. Cette année, c'est 25 ans de la découverte du sida, donc on aura une grande conférence à cette occasion. On aura une grande conférence vers la fin de l'année pour discuter de l'avenir de la santé dans le monde, qui va réunir aussi bien des scientifiques que des politiques, que des gens du monde économique. Comment on organise et comment on peut imaginer améliorer la santé dans le monde dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qu'est-ce qu'on doit faire tous ensemble. Et puis, cette année, on prépare aussi le futur de l'Institut Pasteur, et nous allons mettre la première pierre pour un nouveau bâtiment qui sera entièrement consacré aux maladies émergentes. Qu'est-ce que vous appelez les maladies émergentes? Alors, les maladies émergentes, ce sont des maladies qui soit sont vraiment nouvelles, par exemple le SRAS, ou par exemple le sida il y a 30 ans. Donc, une maladie apparaît, ou bien c'est une maladie qui était très limitée dans un endroit du monde. La grippe aviaire, vous la classez comment? Alors la grippe aviaire, par exemple, ça peut être une maladie émergente. Ah oui, parce qu'on ne sait pas trop comment elle se développe. Et on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Le chikungunya est une maladie que je dirais réémergente, qui a beaucoup touché la Réunion. C'est-à-dire c'est une maladie qu'on connaissait très peu, localisée dans des endroits relativement isolés, et puis qui à un moment prend une expansion très importante, beaucoup à cause des activités de l'homme, il faut bien le dire. Donc nous sommes persuadés qu'il y aura des maladies émergentes, c'est-à-dire des maladies nouvelles ou des maladies qui vont prendre une ampleur très importante. Et donc nous nous préparons pour dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, lutter contre ça plus efficacement. Très bien, merci beaucoup Élise Dautry. On rappelle quand même que Public Sénat sera associé justement à toutes ces conférences et on vous en donnera des comptes rendus très très précis et je pense qu'on aura pas mal d'invités régulièrement sur ce plateau. Merci d'être venu. On va parler des élections américaines. Vous êtes peut-être couché tard cette nuit pour suivre ce suspense. On a été un énorme suspense toute la nuit pour finalement arriver à cette phrase magique « And the winner is ». Eh ben on ne sait pas justement. Et oui, bien malin qui pourrait dire ce soir qui va être le vainqueur à la fois dans un camp et dans l'autre, parce que les deux camps finalement sont assez indécis. Et alors, quant à ce qui se passera en novembre, ça c'est encore une autre paire de manches. On va essayer d'en parler un petit peu comment les Américains ont vécu ces élections et puis comment peut-être les Américains à Paris suivent ça également, les primaires et les élections en général aux États-Unis avec deux invités. Alain Da Silva, bonsoir, vous êtes directeur du Harris Bar. Le Harris Bar, c'est un célèbre bar rue de nous américain où il y a beaucoup d'Américains sans arrêt et vous allez nous raconter d'ailleurs comment vous procédez à des élections factices mais qui sont des points de repère quand même. Charlotte Lepris, bonsoir, vous êtes chercheuse à l'IRIS, vous êtes spécialiste des États-Unis et j'imagine que vous êtes couché comme nous très très tard cette nuit pour suivre un petit peu ce qui s'était passé. On va commencer justement par ça. C'est vrai que aujourd'hui c'est vraiment difficile de dire qui a l'avantage parce que on sait, pour commencer par les démocrates, que Hillary Clinton est arrivée avec davantage de délégués, mais finalement beaucoup moins, même encore ce qu'on disait ce matin. Il y a 74 délégués, je crois, d'avance, donc c'est rien du tout. Et alors que Barack Obama a remporté beaucoup plus d'États. Alors ça, c'est le jeu de la proportionnelle de toute façon. On savait que du côté démocrate, les États, les primaires allaient se faire à la proportionnelle, alors que du côté républicain, celui qui gagnait la majorité dans l'État remportait tous les délégués. Donc c'est vrai qu'une majorité se fait plus claire du côté républicain que du côté démocrate, et c'est pour ça qu'on a vu émerger John McCain plus facilement que le candidat à l'investiture Barack Obama ou Hillary Clinton. Est-ce que vous croyez que John McCain, ça y est, c'est lui pour les républicains? Il y a de grandes chances puisque on pensait qu'il allait y avoir un duel entre Mitt Romney et John McCain
pendant ce Super Tuesday. Et l'arrivée de Mike Huckabee, qui a quand même réussi à gagner quelques États, a permis de neutraliser l'ascension de Mitt Romney et a laissé le champ libre. Il a gagné 5 États et merci les sondages qu'il avait complètement oublié. Hein. Et c'est vrai qu'il a réussi à rassembler autour de la Bible Belt, c'est cette ceinture biblique où il y a beaucoup d'États qui sont très croyants, très protestants. Milieu sud des États-Unis. Exactement. Alors, comment ça s'est passé à Paris là depuis un mois, depuis que ces primaries, ces caucus ont commencé? Est-ce que les Américains viennent dans votre bar, en parlent? Est-ce que c'est un sujet de conversation permanent? Ça l'est de temps en temps, mais effectivement, les primaires sont beaucoup moins importantes pour le Harris Bar, dans le sens que les Américains de Paris n'envoient qu'un délégué. Donc effectivement, c'est pas un énorme enjeu. Donc pour l'instant, ils sont réservés, timides, ils en parlent pas trop. Ça prendra vraiment. Est-ce que vous savez le délégué de Parisien pour qui il va voter? Non, malheureusement, je ne le sais pas. Alors comment ça se passe? Parce que c'est vrai que c'est une légende, voire une coutume chez vous. Quand il y a l'élection, donc en novembre, traditionnellement, vous procédez à un vrai vote. Un vrai faux vote, enfin. Un vrai faux vote, oui, bien sûr. En fin de compte, c'est un bar américain parce qu'il a été démonté de Manhattan et replanté aux 5 rues de nous. Donc vraiment bar américain. Et en 1924... Avec une vraie clientèle américaine? Bon, il n'y a pas que des Américains, on est d'accord, mais... Maintenant, effectivement, c'est beaucoup plus hétéroclite, mais effectivement, au départ, c'est vraiment une vraie clientèle américaine, de par les soldats, surtout, et puis les stars, les gens du livre, les touristes. Non, à l'époque, oui, maintenant, effectivement, c'est les touristes. Mais en 1924, effectivement, il y avait quelques soldats basés à Paris, et à l'époque, ils n'avaient pas le droit de voter par procuration, ça n'existait pas. Et Harry McElhone, voyant ses clients soldats un petit peu désœuvrés et tristes, un peu comme on dit le homesick, il a eu l'idée de monter une urne et de les faire voter, comme on dit, pour rire. C'est là qu'est né le Strovote. Et donc depuis 1924, tous les 4 ans, nous faisons voter nos Américains à Paris. Alors, les Américains de Paris voter de passage. À partir du moment où vous n'avez pas des registres? Non, on n'a pas de registre. Ce que l'on demande, c'est un passeport. C'est-à-dire que vous êtes résident américain à Paris ou vous êtes touriste au moment précis. On vous fait voter. Et tous les soirs, nous dépouillons l'urne et nous affichons le résultat. Ah oui, c'est un vote quotidien, donc c'est un vote quotidien et ça commence un mois avant l'échéance. D'accord. Et alors, en général, les Parisiens, entre guillemets, américains, votent pour qui? Les démocrates, les républicains? C'est un peu délicat, effectivement, mais la dernière fois, apparemment, ils ont voté plus démocrates parce que Kerry était un tiers de voix en avance par rapport à Bush, chez nous, le jour J. Donc c'était la deuxième fois où le Harris Bar se trompait. Depuis 1924, le Harris Bar s'est trompé 2 fois. Le Harris Bar ne se trompe pas beaucoup. Pas beaucoup, on va dire. Et là, comment vous sentez la tendance là en ce moment? J'ai l'impression que la tendance va ressembler à celle d'il y a 4 ans, beaucoup plus démocrate que républicain. Alors, Charlotte, ce qui est intéressant de suivre maintenant, c'est comment va évoluer ce duel chez les démocrates, parce que maintenant on en prend jusqu'en août, jusqu'à la convention. Quelle trace elle va laisser? Alors ça va être difficile, ça va être long. Là, on s'attend à une guerre fratricide entre Barack Obama et Hillary Clinton. Ça va durer. Donc l'hypothèse d'un ticket va être assez difficile puisqu'ils vont, s'ils s'entretuent l'un l'autre, ils vont pas avoir du mal à dire après, c'est le meilleur. On travaille ensemble, pas de souci. Oui. Donc ça, elle est un peu mise de côté cette hypothèse. Et ça va vraiment poser problème pour le camp démocrate puisque le candidat républicain lui émerge. Il va pouvoir faire campagne, il va pouvoir commencer sa vraie campagne nationale et à côté de ça, les démocrates, eux, vont continuer à chercher jusqu'en août qui va avoir l'investiture. Donc, faut absolument pas exclure un président républicain pour novembre prochain. Oui, alors président républicain certes, néanmoins, et ça on le disait dès le départ du côté des républicains, parmi les 4 qui étaient sur la ligne de départ, il y en avait aucun qui était parfait. Ils avaient tous des défauts. Bon, là, John McCain, qui est quand même bien parti, comme vous le dites, pour être le candidat républicain, c'est quand même quelqu'un qui a 71 ans, qui en aura quasiment 76 quand il sera en fin de mandat. Est-ce que c'est un défaut majeur pour les Américains? Ça semble pas. Il y avait quand même le problème pour les républicains qu'on sortait de 8 ans de Bush. Donc il y avait un héritage quand même assez lourd et on voyait les républicains chacun ne pas revendiquer l'héritage de Bush et d'essayer de se démarquer. Chacun essayait de se démarquer à sa façon. Il y avait vraiment des qualités différentes chez les différents candidats républicains.
Là, John McCain émerge, c'est parce qu'il c'est quelqu'un de populaire, qui a une certaine crédibilité au sein de l'électorat, et son âge ne pose pas trop problème, puisque l'Amérique doute, l'Amérique se cherche en ce moment, et avoir quelqu'un qui a de l'expérience, finalement, ça fait pas si peur que ça. Quelqu'un de très à droite quand même. Il a pris des positions sur le mariage homosexuel, sur l'immigration, qui sont quand même, disons, bien à droite, quoi. Il rassemble sa base. C'est le but des primaires aussi. On gagne les primaires plutôt sur les extrêmes. Après, on se recentre pendant la campagne nationale. Mais sur les questions sociales, il est quand même assez libéral. Il est plus libéral. Il a dénoncé Guantanamo, Abu Ghraib. Il a quand même il a des avancées sociales qu'il met en avant. Il y a 2 mois, je sais pas, vous l'avez peut-être senti avec les Américains qui venaient chez vous, on disait bon, c'est une élection qui ne peut pas échapper aux démocrates, avec le bilan catastrophique, on va dire, de Bush, la guerre en Irak, etc. Ça va évidemment tomber dans l'escarcelle. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que les mentalités évoluent un petit peu et qu'aujourd'hui on se met bien en perspective où les républicains pourraient encore gagner? Nous, je ne le pense pas, dans le sens où les Américains vraiment qui votent à Paris, qu'ils soient de passage ou qu'ils soient vraiment basés sur Paris, sont quand même des Américains qui ont beaucoup d'ouverture. Ouais. Et plutôt tendance démocrate en général. Plutôt tendance démocrate. Hein, ouais. Donc je sais pas, j'ai pas fait le calcul de savoir combien de présidents démocrates par rapport aux présidents républicains sont passés, mais. D'accord. Donc ils sont plutôt démocrates. Est-ce que ça c'est une question qu'on peut se poser? Je sais qu'on me pose beaucoup la question par rapport aux élections primaires démocrates, et c'est vrai que les Français sont très intéressés par ce duel Barack Obama, Hillary Clinton, parce que c'est 2 symboles qui plaisent. C'est intéressant de voir cette campagne-là, et on s'est beaucoup focalisé sur ce duel-là. Il faut vraiment pas oublier les candidats républicains. Il faut bien suivre cette campagne, et c'est pour ça qu'elle est fascinante de toute façon. Qu'est-ce qui va maintenant départager Barack Obama et Hillary Clinton? Sur quoi ils vont, parce qu'ils ont tout essayé, le candidat du renouveau, contre l'expérience, celui qui va tout changer, celui qui a vraiment les sentiments démocrates ancrés en lui. Bon, ça, on a vu, ça fait match nul. Maintenant, sur quoi ça va se jouer? Ce qui va beaucoup compter dans les mois à venir, ça va être l'économie. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans une phase de récession, au moins de ralentissement économique, et l'économie va beaucoup compter. Et là, il risque d'y avoir une prime à l'expérience. Donc c'est un point. Si c'est John McCain en revanche qui est le candidat opposé dans le camp républicain, et Barack Obama de l'autre côté, il va y avoir vraiment un vrai duel sur la question de l'Irak, puisque les deux ont vraiment des positions complètement opposées. Donc il va vraiment y avoir des duels intéressants, et ça va vraiment dépendre des candidats en face. Et vous voyez qui à l'arrivée pour le clan démocrate? Question piège, impossible de départager. Aujourd'hui, tout le monde peut gagner. Aujourd'hui, tout le monde peut gagner. Barack Obama a rattrapé un peu de retard, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas quand même gagné assez d'États, qu'il n'a pas fait assez de délégués pour vraiment dire à Hillary Clinton, c'est vraiment moi le leader. Très bien, bah écoutez, on suivra ça à la fois sur Public Sénat et à la fois au Harris Bar, donc, et on suivra quel est votre vote. Si vous donnez la plupart du temps le nom du vainqueur, on suivra ça, on le donnera la veille. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus. Philippe de Sony était le réalisateur, Pierre-Henri Gergogne le rédacteur en chef, Marie Billon et Hélène Nevert ont préparé cette émission. Face à nous tout de suite avec Robert Badinter et Michel Grossior, bien sûr. On se retrouve demain à 22h. Excellente soirée, au revoir. Merci. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD? Rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Le 18h, du lundi au vendredi. On compte aujourd'hui 500 000 enfants mal logés en France. C'est votre premier rendez-vous avec l'actualité. Ce qui est formidable sur ce plateau du 18h, c'est qu'on peut s'interpeller. Autour de Michel Grossior, la rédaction de Public Sénat se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité qui vous concerne. Ils seront côte à côte tout à l'heure à 20h35. Reportages, débats, interviews. Le 18h, c'est l'info avant tout le monde. Je voudrais pas couper, monsieur Delage, s'il vous plaît.
On va rester calme et on va poursuivre l'échange. Respect et courtoisie étaient de mise, pas de divergence majeure donc. Halte à la course folle, jouons collectif. Le 18h, c'est du lundi au vendredi sur Public Sénat. Le maire est élu pour 6 ans comme l'ensemble du conseil municipal qu'il préside. Il peut par ailleurs être sénateur, député, conseiller général ou régional, mais en aucun cas ministre depuis la loi sur le cumul des mandats. En fait, si le maire n'a qu'une seule écharpe, il a plusieurs casquettes puisqu'il est à la fois représentant de l'État et agent de sa propre commune. Le maire est officier d'état civil, donc officier public et officier d'état civil, donc il est le représentant de l'État. Pour célébrer tous les mariages, enregistrer l'état civil, les naissances, les décès. Donc il agit pour le compte de l'État dans ces fonctions-là. Police municipale également, il est une délégation, il est officier donc de police judiciaire également, donc il peut constater des infractions, il y a un certain rôle qu'il joue au nom de l'État. Mais surtout, le maire est un véritable chef d'entreprise qui doit gérer au mieux sa commune. Il prépare le budget, passe les contrats, dirige les travaux, réglemente la circulation, gère le patrimoine et représente aussi sa commune en justice. Ça fait beaucoup. On insiste beaucoup sur l'attractivité en termes d'équipement, c'est-à-dire qu'il faut avoir des équipements. Alors ça, c'est une dimension importante, notamment quand on veut accueillir des gens de l'extérieur ou le développement des familles qui se trouvent déjà dans la commune. Il faut penser à l'accueil de la petite enfance, des petits-enfants, donc le développement des crèches, des haltes garderies, de l'accueil de la petite enfance. Le développement donc des structures pour soutenir les familles. Le développement de l'enseignement, l'école maternelle, l'école primaire, qui sont de la responsabilité directe des communes et des maires. Évidemment, le soutien à l'économie locale, l'artisanat, commerce. On est confronté à des propositions d'installation de grandes surfaces. Moi, dans une commune de 2500 habitants, je défends avec beaucoup de vigilance la réalité du maintien d'un commerce de proximité et de l'artisanat. Penser donc aux personnes âgées, portage des repas à domicile, la santé, les médecins, maintien on voit dans les zones rurales aujourd'hui le maintien de potentiel médical sur place, donc avec les maisons de santé, les maisons médicales qu'on essaie de développer. Donc il y a vraiment une fonction là qui est très très importante. Le maire doit développer sa commune, mais il y a un sujet qui fait mouche à chaque fois, c'est l'urbanisme. Le PLU, plan local d'urbanisme, qui a remplacé le POS, plan d'occupation des sols en 2000, et évidemment l'épineux problème des permis de construire. Sur les permis de construire, évidemment on a un code de l'urbanisme aujourd'hui qui est très exigeant, et souvent les gens ne comprennent pas. Pourquoi on est hostile? J'aurai des exemples à l'infini à développer, d'exigences, de prescriptions qui viennent des services instructeurs qui sont difficiles à comprendre et à expliciter. Donc j'essaie d'y être très attentif pour alléger et puis essayer de purger les contraintes excessives quand je peux les déceler. Le maire, dans ses vastes tâches, est secondé par des maires adjoints, mais qui ne peuvent pas dépasser 30% de l'effectif du conseil municipal. La tâche est énorme, les responsabilités tout autant. Pourtant, être maire, ce n'est pas un métier. C'est pourquoi le maire n'est pas rémunéré, mais indemnisé. 600 € pour un village de 500 habitants, 5 000 € pour une ville de plus de 100 000 habitants. Pour les très grandes villes, il faut néanmoins rajouter des frais de mission et de représentation. Pourtant, être maire, avoir le goût des autres, ce n'est pas une sinécure, puisque le maire engage sa responsabilité à titre civil, financier et pénal. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD? Rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Robert Badinter, sénateur socialiste des Hauts-de-Seine, ancien ministre de la Justice, ancien président du Conseil constitutionnel est notre invité. Bonsoir Robert Badinter. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous accueillir car votre voix porte dans tous les grands débats, et notamment sur la justice, alors que nous sommes à la veille du vote de la rétention de sûreté après leur peine pour les criminels dangereux,
Public Sénat a été privé d'une de vos interventions il y a quelques jours à la suite d'un incident technique. Ici, bien sûr, vous pouvez tout dire sur tous les sujets et ils sont nombreux sur lesquels nous avons envie de vous entendre. Vous qui êtes désigné sénateur de l'année par le Trombinoscope qui va remettre ses prix. Robert Badinter, une figure morale de la gauche, un grand du Sénat. Admirable. Je ne pensais pas mériter une pareille distinction. Je l'accepte avec plaisir, j'ai appris ça hier, j'étais un peu étonné. Vous savez, ici, je ne joue pas de rôle particulier, je n'occupe aucune fonction, je ne préside ni ne vice-préside aucune commission. Disons que je suis un sénateur de base. Alors, je pense que ce qu'on distingue en moi, c'est précisément d'être un sénateur de base qui n'a qu'un mandat et il est sénateur d'opposition. Ce qui, en termes d'influence politique dans la République, est très relatif. Relatif, mais on connaît votre autorité morale et pour vous interroger ce soir, Robert Badinter, Béatrice Houchard, du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire, Stéphane Durand-Soufflant du Figaro et Dominique Gerbeau de La Croix. L'actualité prend un tempo américain avec les primaires, bien sûr, dans un très grand nombre d'États ce mardi, mais c'est une autre information venue de Washington qui provoque la stupeur aujourd'hui. La Maison-Blanche annonce que les États-Unis pourront utiliser la simulation de noyade auprès de personnes soupçonnées de terrorisme. Votre commentaire? Écoutez, pour une grande démocratie, c'est une faute morale très grave et qui, j'en suis convaincu, constitue de surcroît pour le prestige des États-Unis dans le monde une terrible erreur. Je sais que après le 11 septembre, la législation d'exception et les procédures d'exception se sont succédées. Je sais que la Cour suprême a eu l'occasion de réagir une première fois, mais que, à nouveau, car on l'a pratiqué déjà, la Maison-Blanche proclame qu'on a le droit d'utiliser quoi? Il faut être simple. Le supplice de la baignoire. Qu'est-ce que fait le cinéma de noyade? Écoutez, c'est après coup reprendre les techniques de Barbie. Comment interrogeait-on les résistants avec le supplice de la noyade simulée, en les plongeant dans la baignoire jusqu'au moment où ils n'en pouvaient plus. Et puis là, on attendait, on recommençait. Donc c'est un outrage premier aux droits de l'homme. Et j'ai eu l'occasion récemment de le dire à propos de l'affaire Cadre. Il faut rappeler à nos amis américains, ici ne les confondons pas heureusement avec le président Bush et son équipe, on ne défend pas la liberté en méconnaissant les principes de la liberté. Et la Maison-Blanche refuse de qualifier cette pratique de torture, il s'est dit officiellement. Oui, on entre là dans des dialectiques que les inquisiteurs ont beaucoup utilisées. À quel moment est-ce qu'on se trouve en présence d'une torture, d'un début de torture, d'une torture véritable? Non, les choses sont simples et là c'est clair. Prendre quelqu'un et l'amener jusqu'au moment où il pense qu'il va se noyer, comme l'ont fait les nazis pendant la guerre, c'est une torture. Dominique Gerbeau. Oui, justement, dans une civilisation comme la nôtre, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut définir où commence la torture? Parce qu'on sait bien, il n'y a pas que la force pour torturer, il y a d'autres pressions. À votre avis, quelle est l'idée que vous vous en faites de cette définition? Où commence une torture? Tout ce qui est contrainte physique ou morale constitue en soi déjà une démarche qu'il faut proscrire. Donc, à cet égard, on ne saurait être trop prudent. Commencer à dire il y a des seuils de souffrance, de résistance qu'on ne doit pas dépasser. Je rappelle que les êtres humains sont ce qu'ils sont et chacun varie dans ce domaine. Non, c'est pas la bonne approche. J'ai évoqué jadis ce qu'on faisait au temps où la torture était légale et on dosait la torture en fonction de la raison. Ça n'est pas ainsi qu'il faut prendre le problème. Le problème est simple et clair. Il faut refuser tout ce qui peut arracher à un être humain des aveux par la contrainte, par la force, par la violence, a fortiori par la torture. C'est cela. Quelle que soit cette... Je ne vais pas vous sortir le vieux manuel des inquisiteurs où on verrait comment est-ce que, selon la résistance, on va utiliser tel ou tel moyen, tant de litres d'eau, accroître la pression du chevalet. C'est pas le festival de la barbarie que nous allons ce soir reprendre. Non. Non, il faut savoir à cet égard des vues claires et une résolution forte.
Pas de torture dans une démocratie. Ces procédés-là, laissons-les origines. Alors, est-ce que les États-Unis sont encore une démocratie et un État de droit? Les États-Unis sont une démocratie, les États-Unis sont un État de droit, et là, vous assistez à une dérive de l'exécutif qui est considérable. Considérable. Nous avons été une démocratie, nous sommes toujours une démocratie, mais il y a une époque dans notre démocratie que j'ai connue où, en Algérie, on pratiquait la torture. On ne la reconnaissait pas. On disait que ça n'était pas exact. Mais on savait dans les organisations humanitaires, et on le savait très communément, que l'on pratiquait la torture pendant la guerre d'Algérie. Le résultat est toujours le même. Je l'ai dit à nos amis américains, encore récemment à Washington. De toute façon, ils quitteront l'Irak. Mais ce qui demeurera ancré dans l'esprit, dans la sensibilité, dans la mémoire de millions et de millions je pense en particulier aux jeunes musulmans, c'est le lien entre États-Unis et torture. Encore aujourd'hui, on nous reproche ce qui a été fait pendant la guerre d'Algérie. On quittait l'Algérie, le souvenir des tortures reste. Ça sera la même chose, hélas, avec les États-Unis. Stéphane Durand-Soufflant. Michel Grosseur, tout à l'heure, rappelait les grands moments de votre carrière. Il a oublié un moment, c'est le moment où vous étiez avocat. Et c'est à l'avocat là que je voudrais poser la question. Quand vous voyez ce qui se passe à Guantanamo depuis longtemps, quand on interdit à un avocat de se rendre à Guantanamo, et n'avez-vous pas l'impression que tout cela finalement n'a pas tellement de retentissement, que les opinions se sont un peu blasées de ça, peut-être parce que c'est aux États-Unis, et qu'on laisse un peu faire, qu'on admet finalement, qu'on s'endort. L'avocat qui ne peut pas aller à Guantanamo, c'est vous. Oui, c'est moi, mais je suis avocat, et pour en revenir à cette affaire de Guantanamo, qui est extraordinaire, c'est vrai, j'ai vu arriver dans mon bureau à Paris des militaires américains qui sont des avocats militaires qui défendent ceux qui sont poursuivis et jugés à Guantanamo devant les commissions militaires spéciales. Et ils m'ont dit, monsieur Lalater, est-ce que vous accepteriez d'intervenir à nos côtés? J'ai dit, mais je ne suis pas citoyen américain, je n'envisage pas de pouvoir plaider à vos côtés. Mais non, nous souhaiterions que vous rédigiez ce qu'on appelle, dans la langue procédurale américaine, un brief, un mémoire, d'amicus curiae, vous interveniez pour dire voilà les principes de droit s'agissant ici d'un mineur qui régissent internationalement et qui oblige donc les États-Unis tout ce qui est poursuite à l'encontre de mineurs. Alors j'ai dit très bien, tout à fait. J'ai donc rédigé cela et je l'ai envoyé aux États-Unis. Il a été co-signé, je l'indique, comme il est de règle dans ces cas-là, par une quinzaine de juristes internationalement reconnus de différents pays, de telle façon que, puisque ce document est versé au débat, il remontera jusqu'à la Cour suprême, on ait la conscience que, internationalement, on réprouve absolument ces méconnaissances, mais premières, et des droits de la défense et des exigences de l'état de droit. Et dans l'affaire Cadre, elle vient d'être, première round, jugée lundi. J'ai eu un coup de téléphone des avocats américains qui m'ont indiqué comment les choses s'étaient passées à Guantanamo. De quoi s'agissait-il? C'est un mineur. Il avait 15 ans au moment des faits. À 11 ans, son père, un ami de Laden, l'avait enrôlé dans les forces d'Al-Qaïda. Dans Al-Qaïda, il a subi un entraînement. D'abord, tout ce qu'on peut imaginer en matière, alors c'était garde, oui, comment dirais-je, de pression, d'endoctrinement psychologique, religieux, fanatisme, et après, période militaire. Affrontement avec les forces armées, il a 15 ans et 3 mois, il tue un soldat américain. Il a tué. Lui-même a été très gravement blessé. Il n'est pas sûr qu'il ait tué, mais c'est la charge, l'accusation qui est portée contre lui. Il existe des conventions internationales. On ne permet pas à des États ou des organisations armées de recruter des mineurs de 15 ans pour les envoyer sur le champ de bataille, comme on l'a vu hélas au Libéria, comme on l'a constaté encore dans tant d'autres lieux. Les enfants ne sont pas faits pour être enrôlés de force, transformés en quoi? En petits soldats ou en tueurs. Donc, ceux qui les enrôlent sont des criminels. Et ceux qui sont enrôlés sont des victimes. C'est exactement le cas de Cadre. Et de toute façon, étant lui citoyen canadien, et lui étant mineur au moment des faits, ça fait 6 ans qu'il est à Guantanamo, vous imaginez, mais il avait à ce moment-là 15 ans, il doit être jugé par une juridiction qui est une juridiction pour mineurs. Alors, les États-Unis ont ratifié les conventions qui exigent que les mineurs soient jugés selon des garanties particulières qu'on connaît. Quelle garantie a-t-on aujourd'hui sur l'impartialité, par exemple, de son jugement? Une commission spéciale à Guantanamo n'offre aucune garantie.
comme toutes ces juridictions spéciales faites pour juger sur les ordres exécutifs. Aucune, et c'est ce que j'ai longuement développé dans ce mémoire, que ce soit la nomination des juges, que ce soit les procédures appliquées, que ce soit la différence dans les moyens de l'accusation et de la défense, vous êtes devant la juridiction d'exécution. C'est les États-Unis, c'est là où on est stupéfiant. On dit, ce n'est pas les États-Unis, c'est hors du territoire des États-Unis, c'est un lieu nulle part. Mais il demeure que la responsabilité internationale, je dirais morale des États-Unis, est engagée ici par l'administration Bush. Vous ne craignez pas que l'exemple vienne des États-Unis, c'est-à-dire que cette audace de déclarer allons-y pour la baignoire puisse donner de mauvaises idées à des dirigeants européens plus près de nous, parce que nous aussi on est confrontés au terrorisme et aux menaces. Non, non. Nous avons en Europe, je dirais, peut-être nourris par les terribles épreuves de la guerre, et aussi par le désir de se prémunir contre tout retour à cet égard, je le dis clairement, des moyens différents et une approche totalement différente. Il faut se souvenir qu'il y a la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il existe une Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, que l'État qui se livre à des tortures peut être poursuivi devant cette Cour, et certains l'ont été, et ont été condamnés, nous aussi d'ailleurs, à quelques reprises. Mais ça n'a rien à voir avec les tortures qu'on évoque, la baignoire à la Barbie. Cela constitue des garanties fondamentales. L'internationalisation des garanties à cet égard des droits fondamentaux est un apport immense. Et sur ce point, je le dis, nous sommes nous le continent où les droits de l'homme sont non seulement les plus étendus, mais ce qui est plus important encore, les mieux garantis. Qu'au moins on en tire une fierté d'Européens. Voilà, Béatrice Houchard. Puisqu'on parlait des États-Unis, il y a une élection présidentielle en novembre, le paysage commence à se clarifier un peu. Est-ce que vous pensez que justement les situations dont nous parlions à l'instant pourraient évoluer favorablement à la fin de l'ère Bush? Et est-ce que vous avez, vous, un favori ou une favorite? Première question, est-ce que dans le débat présidentiel, on va voir naître la question de Guantanamo et des procédures d'exception? Je pense qu'on va voir du côté d'Obama, peut-être du côté de Mme Clinton, et pourquoi pas, espérons-le, du côté de McCain, mais en tout cas, je pense du côté d'Obama, nous verrons cela. Donc, la question, qu'allez-vous faire de Guantanamo, sera sûrement posée et fera partie du débat. À part cela, alors là, pas là-dessus, j'en suis convaincu, que se décideront majoritairement les électeurs américains, ça, qu'est-ce que l'on peut dire à ce stade? Que Obama a un immense avantage, c'est qu'il est nouveau. Il a ce mérite considérable de représenter, alors lui, à tous égards, la rupture avec le passé. Il n'a pas l'expérience de Mme Clinton, une femme extraordinairement maîtresse d'elle-même, d'une haute capacité intellectuelle et habituée à la vie politique. Il n'a pas le prestige de McCain, donc les enjeux sont ouverts. Votre choix? Oh, moi, mon choix à cet égard, si j'étais un citoyen américain, je balancerais, votre démocrate, je l'indique tout de suite, et je balancerais, comme les Américains, entre Obama et Mme Clinton. Vous voulez un ticket? Chacun, alors, le ticket sûrement. Si je cherchais une formule gagnante pour les États-Unis, considérant le rôle des États-Unis dans le monde, je dirais, je souhaiterais que Mme Clinton soit investie, l'emporte, et que M. Obama soit le vice-président. Parce que pendant ces années-là, il acquerrait l'expérience internationale qui lui permettrait d'être apte à prendre la suite. Bon, alors vous avez évoqué d'un point de vue très personnel, bien sûr, mais c'est celui qu'on voulait connaître. Vous avez évoqué l'Europe des droits de l'homme, Monsieur Badinter. Vous avez voté oui cette semaine à la révision constitutionnelle préalable à l'adoption du traité de Lisbonne. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver minoritaire au sein du PS? Oh, minoritaire. Et en opposition avec la ligne officielle, donc? Oui, l'essentiel, je pense, quand il s'agit de choix fondamentaux, est d'être en accord avec soi-même et ses convictions. Alors, ici, c'est simple. J'ai participé à la convention de Bruxelles, qui, sous la présidence du président Giscard d'Estaing, a élaboré le projet de constitution. Je l'ai signé. Ensuite, à l'intérieur du PS, lors du référendum interne, j'ai voté oui. Il l'a d'ailleurs emporté. Après, j'ai fait campagne en France pour le oui au référendum. Le non l'a emporté. On revient à un traité modificatif. Bon, il reprend pour l'essentiel la partie institutionnelle de ce qu'était le projet de constitution. Il conserve d'une façon indirecte, pas très brillante, la charte des droits fondamentaux,
acquis pour moi essentiel, il se déleste de la partie 3. Bon, tel que, ayant voté, oui, il est évident que je vais voter oui à la révision constitutionnelle, c'est une formalité nécessaire pour arriver à quoi? Au vote du traité. Demain ou après-demain, je voterai oui au traité. C'est aussi simple que cela. Dominique. Et vous qui êtes un Européen convaincu, on le sait, on l'a vu, qu'est-ce qui manque à l'Europe, à votre avis, pour qu'elle ait une âme? Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Et puisque la France va assumer cette présidence à partir de l'été, quelles initiatives doit-elle prendre pour précisément que l'Europe soit prise en compte par l'opinion française? Puis je vous demanderai après, qu'est-ce qui manque au Parti socialiste pour qu'il y ait un peu d'autorité dans ce pays et pour qu'il y ait une vision commune de l'Europe? S'agissant de la question, qu'est-ce qui en ce moment manque à l'Europe, je vais vous le dire. Pour qu'elle ait une âme, quoi. Pour qu'on la ressente. C'est l'amour des Européens. Il y a un défaut d'amour de la part des Européens pour l'Union européenne. Alors c'est une question de génération. Moi, je vous dis. Mais comment on devient amoureux? Comment on décrète ça? Les jeunes générations n'ont pas ce souffle politique pour l'Europe. Je le dis toujours. C'est en ce qui concerne les femmes et les hommes de ma génération, ce dont ils pourront être crédités devant l'histoire. Parce que la réalisation de l'Union, quand on a su ce qu'était et l'Europe de la nuit hitlérienne et l'Europe d'immédiatement après la libération et ensuite le rideau de fer, voir le chemin parcouru, la paix établie, la prospérité grandissante et disons-le très franchement, ce sentiment d'appartenir à une Union européenne qui rayonne dans le monde, à la différence de ce que les Européens perçoivent. Il suffit d'aller ailleurs pour voir combien on admire et on envie l'Union européenne. Réaliser tout cela, jamais par la force des armes, jamais par la puissance économique, mais par un libre acquiescement à un idéal commun, c'est une entreprise historique sans précédent. Et je dis, pourquoi est-ce que dans notre génération, indépendamment des bienfaits, de la paix, de la prospérité, il y a ça, c'est cette réalisation considérable. Alors, je dis plus d'amour, c'est le problème de la nouvelle génération, c'est le propre. Mais quelle initiative la France peut-elle prendre pendant ces 6 mois de présidence? On nous en parle tellement de cette présidence française qu'on se dit qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce que la France a assez d'amour pour l'Europe? Car la France se fait souvent rappeler à l'ordre. Des initiatives concrètes. La France, ou plutôt les Français, à mon sens, considèrent que c'est un acquis et je n'ose pas dire une nouvelle génération qui n'a pas connu les souffrances antérieures ne peut pas mesurer l'importance de cet acquis, et ils font un rapport, une balance, profit, risque, ou avantage, désavantage. Ce qui n'est pas le propre de l'amour, on le reconnaîtra. Alors, les choses étant ce qu'elles sont, on dit la présidence française. Je ne souhaite pas, parce que je vais beaucoup en Europe, que on ait l'air ainsi en France de croire que la présidence française va être le moment qui va révolutionner, bouleverser, transcender, inspirer l'Europe pour 20 ans. C'est pas ainsi que les choses initiatives quand même. Peut-être non, je le pense. Il faut assumer la présidence, il faut l'assumer sous tous ses aspects, il faut voir ce que l'on peut faire et surtout quel ordre de priorité. On ne peut pas tout faire, c'est sa vie de 6 mois. Alors, je dirais, je sais ce qui a été fixé, les ordres de priorité fixés, on connaît les 4 axes. Moi, pour ma part, au-delà de ce qui a été indiqué, je voudrais marquer qu'il y a 2 problèmes qui, personnellement, me paraissent essentiels à ce stade. Le premier, indépendamment, je l'ai dit, je ne vais pas réciter les 4 axes, vous les connaissez, mais il y a la question majeure, à mes yeux, mais majeure, de l'économie de la connaissance. Le rayonnement, la force intellectuelle, et aussi, attention, la maîtrise de la technologie de demain, tout passe en termes aussi bien de savoir que de culture, de maîtrise de l'avenir que de prospérité par une économie de la connaissance. Et je souhaite profondément, il y a là-dessus des propositions d'ailleurs intéressantes qui ont été formulées dans le rapport qu'a déposé la commission présidée par Cohen Tanucci, qu'on prenne ceci en priorité. Moi je suis un vieil universitaire, je souhaite je dis que c'est une impérative catégorique d'ailleurs, ça va au-delà du souhait, qu'il y ait en Europe des universités européennes qui soient
à la dimension des universités, je prends l'exemple des États-Unis, qu'on est là des universités pluridisciplinaires européennes avec des professeurs et des élèves venant de tous les États de l'Union qui contribuent à la formation et au rayonnement de l'Europe. C'est indispensable. Et qui en même temps soient des centres de recherche. Ça demande quoi? Ça demande un accord, des investissements, une nouvelle approche. Tout ça est à notre main. Là est l'immédiate, première nécessité pour l'avenir. Qu'on parle de la défense, comme on le dit, qu'on parle de l'immigration, je le veux bien, le développement durable, la protection de l'environnement, tout ça est excellent. La connaissance. Je dis, là, l'économie de la connaissance, d'abord, là est l'avenir de l'Europe. Et alors, personnellement, mais ça c'est mes obsessions, je rêve qu'on progresse un peu dans le cadre de l'Europe judiciaire, ce qui est très difficile. Béatrice. Est-ce que vous pensez que le président de la République est amoureux de l'Europe? Et amoureux. Et réciproquement. Il est amoureux de sa femme, de l'Europe. Je parlais de l'Europe. Elle est européenne. Je crois que c'est un Européen convaincu. Plus que Jacques Chirac, par exemple, vous diriez? Je ne sais pas. Je sais, ce que je sais, c'est que, par exemple, aussi bien le président Giscard d'Estaing que le président Mitterrand étaient des Européens absolument convaincus. Et j'ai bien connu le président Mitterrand. Il est évident que pour lui, la dimension européenne de l'action du président de la République était déterminante. Moi, j'ai entendu Mitterrand dire à plusieurs reprises, un président de la République française ne peut pas exercer une influence réelle sur la scène internationale s'il n'est pas d'abord un Européen convaincu. Il le disait toujours, l'Europe est l'avenir de la France. Et c'était un homme d'un autre temps. Il avait été en 48 à ce moment unique dans l'histoire où, vous savez, à La Haye, se réunit la première des conférences d'où naîtra ensuite, on le verra, les premières institutions européennes. Et là, il y avait les plus grands Européens de l'époque. Il y avait aussi bien Schuman, que Monnet, que Gasperi, que Adenauer, que Spaak. Et j'ai toujours admiré ce moment de l'histoire. Il y avait aussi Churchill. Pourquoi? Parce qu'en 48, moi j'ai vécu cela, l'Europe, les cicatrices étaient encore là. On pourrait presque dire les fumées des crématoires, c'était à peine tiède les crématoires. Arriver pour des hommes d'État à dire on finit, cette page-là est tournée, maintenant l'avenir c'est commun, c'est un très grand moment. Et je dis, les vrais hommes d'État ne sont pas ceux qui ont l'œil fixé sur les sondages ou sur les réactions immédiates de l'opinion publique, c'est ceux qui voient haut et loin, la vista, la vision. Ça, c'est la qualité première de l'homme d'État. Le caractère ensuite, à cet égard, saluons le général de Gaulle. Je vais peut-être vous ramener à une question un peu politicienne. Après ce que vous venez de dire, Robert Badinter, en votant oui lundi au Congrès, est-ce que vous avez eu l'impression de participer à un vote de défiance vis-à-vis de la direction de votre parti qui prônait l'abstention? Pas du tout. J'ai cru relever que je n'étais pas seul. Oui. Alors j'étais seul, d'ailleurs je l'aurais fait, mais je n'étais pas seul. J'ai relevé aussi que ceux qui votaient non le faisaient. Je pense qu'on aurait pu très bien avoir une liberté de vote, sachant quelles étaient les opinions des uns et des autres. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, dans un cas comme celui-là, comme on sait que le Parti socialiste s'est prononcé pour le oui en ce qui concerne la ratification du traité, et que ceci est le pas nécessaire, l'abstention ici, l'abstention fait passer, évidemment la révision constitutionnelle, c'est une sorte de oui implicite. Je préfère le oui explicite. Vous avez un favori pour le premier président de l'Europe qui va naître du traité de Lisbonne? Le premier président du Conseil européen, écoutez, oui, j'en ai un. Alors? Oui, je le livre très franchement. Je pense d'abord dépeindre les qualités qui me paraissent requises. Il faut que ce soit un Européen de grande conviction, de grande expérience, de grandes capacités, et je pense que pour le premier président de l'Union, il est préférable que ce ne soit pas chef de gouvernement, lié à un État qui apparaisse comme un des grands États de l'Union. Et par conséquent, le portrait robot, je l'ai fait. Oui. Vous avez très on regarde un peu au nord de la France. On regarde là, vers l'Est, et vous arrivez à qui? À M. Juncker. Je suis très partisan. Je pense que c'est l'homme qui est le mieux placé pour cette fonction. Telle qu'elle a été définie,
dans le traité, si ça avait été une fonction à dimension plus symbolique, vous savez, une incarnation, disons, une fonction présidentielle à la mode du président de la République allemande, j'aurais probablement été chercher quelqu'un d'autre, une femme ou un homme à dimension symbolique. Mais là, dans le cas où nous sommes, laissons de côté d'autres visions, oui. Je dis simplement, je pense qu'il est le mieux qualifié pour exercer cette fonction initiale. Non à Tony Blair. Tony Blair est un homme du premier talent oratoire. Moi, je l'ai entendu aux communes, je l'ai entendu dans d'autres assemblées, et je pense qu'en Europe, il n'y a pas de talent qui puisse lui être comparé sur le plan de l'éloquence. Mais c'est pas une fonction oratoire. Tony Blair est britannique. Les Britanniques ne sont pas, que je sache, les premiers chevaliers du progrès de l'Union européenne. J'ajoute que dans le cas de M. Tony Blair, je suis forcé de rappeler qu'il, lui, s'est prononcé en faveur de la guerre en Irak, et qu'il a été sur ce point un des alliés, sinon l'allié le plus fidèle, on dit parfois l'inspirateur de M. Bush. Ça ne me paraît pas le qualifier pour une fonction qui a une dominante internationale aussi marquée. Question de Stéphane Durand-Soufflant, spécialiste des questions judiciaires. On change de domaine, on en vient à la politique nationale et à cette rétention de sûreté dont on parle beaucoup. N'avez-vous pas l'impression, pour reprendre une formule qui avait eu son succès à l'époque, que la question est bonne mais que la réponse pose problème? C'est-à-dire que ces individus qu'on sait dangereux, on sait que les peines vont s'arrêter, on sait que s'ils sortent, c'est risqué, donc il faut bien faire quelque chose. Donc là, la réponse s'inscrit dans un état d'esprit de l'époque. On les garde, on va trouver une autre solution pour les enfermer, mais qu'est-ce qu'on peut donner comme autre réponse? Parce que aussi on a l'impression qu'on n'entend pas beaucoup de contre-propositions par rapport à cette espèce de proposition de grand bon sens ou de gros bon sens, si on veut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez donné un problème, et vous avez raison de dire, mais je serai beaucoup plus ferme que vous dans la critique, que la réponse est mauvaise. Je commence par la réponse, ensuite j'évoquerai ce que je considère comme devant être la solution. Pourquoi la réponse est mauvaise? Parce que il faut bien mesurer ce qu'elle implique. Voilà une situation dans laquelle, alors que jusqu'à présent, il n'y a eu en prison que ceux qui sont condamnés pour avoir commis une infraction, ou ceux qui sont suspectés d'avoir commis une infraction, voilà qu'on va garder, bon, alors on a trouvé des termes, on trouve toujours des termes pour, je dirais, habiller les réalités, mais la réalité, elle a une grande simplicité. Quand vous êtes dans un lieu fermé, gardé par l'administration pénitentiaire, soumis à un régime que l'on connaît et qui va être défini par décret, mais il suffit de regarder le texte de la loi pour voir qu'il se rapproche évidemment du régime pénitentiaire, même si ses finalités sont déclarées autres et qu'on ne peut sortir qu'escorté, que sous escorte, eh bien c'est simplement une détention après la peine. Alors évidemment, au regard de ce qui constitue nos principes fondamentaux, une fois que la peine est purgée, on peut concevoir des mesures comme le suivi socio-judiciaire, s'assurer qu'il va aller chez celui qu'on lui a signé comme psychiatre. On peut penser au bracelet électronique. Mais ici, la privation radicale de liberté pour un temps indéterminé, puisque c'est renouvelable, c'est par année, mais c'est renouvelable indéfiniment, c'est un changement radical de notre justice. Je dis, ça paraît tout à fait théorique. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut bien mesurer qu'à partir du moment où on entre dans ce système, vous substituez à la culpabilité prouvée selon des principes de droit établis, une dangerosité appréciée par des psychiatres, avec toute l'incertitude que cela emporte. Dans la pratique, les juges qui auront à se prononcer, ils interrogeront les psychiatres balanceront, oui. Et puis les juges, eux, auront à prendre la décision, ils assumeront une responsabilité sans précédent. Ils auront à dire, nous le maintenons en état de rétention parce qu'il peut récidiver. C'est une éventualité, mais l'incarcération, c'est une réalité. Pour les magistrats, quelle responsabilité? Avec le risque ensuite de se voir dire, s'ils ne le font pas et qu'il y a récidive, que c'est leur responsabilité qui est engagée. Donc on entre dans une justice tout à fait différente. On retrouve une justice d'hommes dangereux dont on sait, hélas, ce qu'elle a pu donner. Alors, ce n'est pas le cas dans notre Là aussi, démocratie. vous voulez faire référence à des périodes historiques que vous évoquiez tout à l'heure concernant... oui, mais ici, c'est tout à fait différent. Je ne ferai jamais l'injure à nos législateurs actuels ou à la garde des Sceaux de dire qu'ils sont
sont animés par la philosophie qui était celle du code pénal fasciste ou la loi allemande de 34 qui disait l'individu dangereux sera mis dans un camp et puis c'est tout. Il n'a pas besoin d'attendre qu'il commette une infraction. Il est dangereux par nature. Mais l'enjeu est si considérable que je n'ai cessé de dire n'allez pas dans cette direction. Parce que il y a une réponse qui peut être offerte. Alors, la réponse. Dans le projet d'origine, l'avant-projet, celui qui avait été élaboré, il s'agissait que des pédophiles prédateurs qu'on ait à 15 ans. La 14e année ou la 13e année, on va dire, tiens, est-ce qu'il est toujours dangereux? Mais 13 ans de temps perdu, et on croit que la prison centrale, ça améliore l'état de ceux qui s'y trouvent. Non. En vérité, si on veut, à cet égard, je ne dis pas se prémunir absolument, c'est impossible. Mais lutter, pas plus que la récidive zéro, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, l'être humain étant ce qu'il est. Mais je dis, si on veut agir, il faut agir dès le départ. Qu'est-ce que l'on doit faire? Je suis heureux que vous me posiez la question. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, au départ, faire ce que font les Hollandais. Il s'agit de condamnés pour des peines criminelles. Il y a une période d'instruction qui est longue. Pendant cette période d'instruction, immédiatement, le plus tôt possible après le crime, il faut une période d'observation dans un centre spécialisé multidisciplinaire. Ça coûte très cher. Ils le font en Hollande, ça dure 6 semaines, ça dure 8 semaines. Il y a 50 intervenants pour 30 détenus, mais là, on est capable de poser un diagnostic. Et à partir de ce diagnostic, si on relève des troubles structurels de la personnalité si profonds que on se dit, nous sommes en présence de quelqu'un qui ne peut pas répondre de ses actes. Qu'est-ce qu'on fait? À cet instant-là, vous prenez la voie de l'internement. Non, vous prenez la voie de l'internement. Et pas d'un internement à durée déterminée. 5 ans, 10 ans, ce qu'il faut. Et si l'individu, reste très dangereux, il restera, c'est une voie psychiatrique. Mais si il ne se trouve pas en présence d'une telle situation. Alors là, c'est la voie judiciaire, mais même dans la voie judiciaire, il ne faut pas perdre le temps. Le rapporteur du Sénat, à cet égard, fait voter, je dois dire, à juste titre, la disposition que je souhaitais depuis si longtemps. C'est que quand de tels individus, et je dirais plus généralement tous ceux qui sont vos longues peines, arrivent au seuil de la peine, il faut qu'à partir du diagnostic, on fasse un projet individuel de traitement. On a des années devant soi. Les 15 ans ne doivent pas être perdus. On ne retrouvera jamais cela. Et c'est là et pendant cette période qu'il faut agir. Et si à la sortie, parce qu'on ne peut pas condamner un être humain indéfiniment au regard d'un crime qu'il a commis et au regard d'un crime qu'il pourrait commettre, on entre encore une fois, dans un système le plus dangereux, à ce moment-là, vous avez la multitude des obligations que j'évoquais, qui ont été encore complétées par la surveillance de sûreté, avec, s'il les méconnaît, et ça se voit tout de suite qu'il les méconnaît, surtout s'il a le bracelet électronique, le retour en prison. Mais il a commis un acte qui a violé une obligation. Pas, je décèle en lui une dangerosité telle que quoi? Que je l'élimine de la société. La justice d'élimination, vous savez que je me suis battu toute ma vie contre elle. Ici, c'est pas l'élimination physique, c'est l'élimination sociale. Alors, il y a beaucoup de questions. On aimerait vous poser des questions, hein. Dominique et puis Béatrice. Vous savez bien, monsieur Badinter, que l'opinion française n'est pas sur vos positions. Chaque fois qu'on interroge les Français, on peut vous comprendre lorsqu'on vous écoute et votre discours est très convaincant. Mais quand on interroge les Français, on a d'autres réponses. Alors la préoccupation qu'on peut avoir, nous, journalistes, c'est comment parler aux Français, comment faire évoluer une opinion publique sur des sujets aussi délicats que ces sujets-là, sur la récidive des malades mentaux. Comment s'adresser à l'opinion publique et comment lui parler pour qu'elle change, qu'elle n'ait pas des réactions sécuritaires comme on l'a vu pendant toute la campagne électorale. J'ai une vieille moustache, moi, aussi. J'ai une vieille moustache, j'ai fait plus de 50 ans. Mitterrand évoquait sa longue appartenance au paysage politique. Moi, je peux évoquer la mienne dans le paysage judiciaire. Est-ce que vous croyez que tout ce que j'entends aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu? Est-ce que vous croyez qu'au temps où, dans les cours d'assises, on demandait la tête de celui que je défendais, je n'entendais pas, parce qu'à chaque fois dire « Ah, mesdames, messieurs les jurés, si vous ne le condamnez pas à mort, il ira en réclusion criminelle, et puis il sortira un jour, et là, il recommencera. Votre devoir est là. » Je l'ai entendu toujours. Bon, on arrivait à convaincre les jurés.
Et la peine de mort a été abolie. Et non seulement elle a été abolie en France, mais je rappelle qu'elle a été abolie dans toute l'Europe, mais je rappelle que l'abolition universelle gagne sans cesse du terrain, car on a constaté que ça ne servait à rien, la peine de mort. Là, s'agissant le problème, c'est que ici, vous êtes en présence d'une hypothèse. Si vous considérez qu'il y a, en matière de récidive, s'agissant des crimes sexuels, le taux le plus bas de réitération, c'est 1,5%. Je prends le cas de... Mais on connaît l'ampleur des faits divers dans l'actualité quand ils se produisent. C'est 1,5%. Vous en prenez 100, et vous dites, mais 1,5%, et les 98%, les autres, qui ne récidiveront pas, je vais les garder en prison. Bien sûr. Mais au nom de quoi? Au nom de leur dangerosité diagnostiquée par psychiatre. Alors, ça ne sera pas tous, on me dira, il y en aura 10, 20. Mais vous entrez là, je le dis encore une fois. Mais la ministre dit... La réponse, elle est celle que j'évoquais. Si nous faisions les choses comme il faut, si nous avions adopté un système à la hollandaise amélioré, si nous investissions les moyens, vous n'auriez pas cette inquiétude et vous auriez d'autres résultats. Il faut mesurer qu'aujourd'hui, ce que les Français ignorent, dans les prisons françaises, vous avez à peu près 20% de malades mentaux. Ils ne sont pas plus dangereux d'ailleurs en termes de réitération que les autres, ils sont souvent victimes des autres détenus. Mais vous en avez 20%. Et vous savez ce que ça représente par rapport à plus de 55 000 détenus aujourd'hui. Bon, des psychiatres, il n'y en a pas. À Saint-Quentin, on traitait les détenus dangereux, vous avez un psychiatre pour 150 détenus à peu près. Nous avons eu le président Abou qui est venu nous rappeler, vous êtes en train de faire une loi, je suis forcé de vous dire que vous n'avez pas les moyens en termes médicaux qui sont nécessaires pour que cette loi soit satisfaisante. Rachida Dati a dit qu'elle défend sa loi, et elle dit, mais mon texte, je le défendrai jusqu'au bout, même s'il ne sauve qu'une seule victime de la récidive. Écoutez, une seule victime de la récidive. Avec cela, vous êtes dans une hypothèse, n'est-ce pas? Parce que si vous voulez prévenir la récidive, alors vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas, pour une raison simple là aussi. Vous devez considérer, quand vous regardez les faits, que ce ne sont pas les grands criminels qui récidivent le plus souvent. Ce sont au contraire des hommes qui sont restés quelques années en prison et qui, eux, réitèrent et récidivent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On est à 15 ans. Il y aura un criminel qui aura été condamné à 5 ans et qui commettra un crime atroce qui mobilisera plus. Il faut immédiatement descendre à 5 ans. Et après, ce sera un homme condamné pour des délits successifs de violence qui commettra un crime atroce. Il faut dire, et vous avez un système dans lequel il faudrait ne plus jamais laisser sortir quiconque au nom du crime qu'il va commettre. Vous comprenez? Moi, je vais... Blanchet, c'est un peu cette philosophie. On commence très tôt. Si vous me placez dans une justice qui a en face d'elle des criminels hypothétiques, vous êtes perdu. Je le dis bien, perdu en ce qui concerne la justice. Une justice ne peut pas frapper par anticipation pour des années, des dizaines d'années, un ensemble, une catégorie, en disant ils sont susceptibles de recommencer. Vous entrez là dans ce qui a emporté à la dérive d'autres systèmes. Pourquoi ça rejoint un petit peu ce que disait Dominique? On a l'impression qu'on entend peu de voix, on entend la vôtre effectivement, mais que ce texte est en train de passer un peu dans l'indifférence générale. Est-ce que le pays a changé à ce point? Est-ce qu'il y a une majorité écrasante de gens qui disent, au fond, c'est très bien comme ça? Non, je crois qu'à cet égard, il y a d'abord l'angoisse profonde de la société devant le crime, mais ça, c'est de toute éternité. Il y a aussi, et c'est le phénomène, celui-là, audiovisuel, l'identification bien supérieur à ce qui était le cas lorsqu'il n'y avait pas la prédominance absolue de l'audiovisuel avec la victime. Quand on dit crime, ça passionne. Qu'est-ce que la télévision peut passer du crime le soir où il est appris? Pas le criminel, il a disparu ou il est arrêté. Qui? Évidemment, ça sera les parents de la victime, voire la victime elle-même, même si heureusement elle a échappé au crime. Et l'identification se fait immédiatement avec ceux qui souffrent. Et chacun pense, je le sais bien, qu'il, lui, ou ce qui est plus grave encore, ses enfants, peuvent être victimes de crimes. Personne ne se pense jamais, et encore moins ses enfants, en auteur de crimes. Je sais très bien ce que c'est que le malheur des victimes. Moi, les victimes, je les ai eues dans mon cabinet, je les ai vues dans les cabinets d'instruction et répertoire pendant des décennies.
Le malheur des victimes, je le connais, et je peux dire, je l'ai fait immensément pour elles. Mais s'agissant de l'autre malheur, moi j'ai vu ce qui était le malheur des parents de l'assassin présumé. Je les ai entendus. Ici, vous aurez un homme jeune, il aura été pendant 15, 17 ans, parce qu'il aura participé à 20 ans à un viol collectif en prison. Il sera la veille de sortir. Il est prêt à repartir. Non. Ah, on a diagnostiqué chez vous, au regard des conditions du crime, là, cette tournante, la dangerosité. Non, on vous garde. Vous imaginez ce que ça veut dire? Est-ce que vous estimez donc... Et pour la famille, ce que ça veut dire? Oui. Et pour les parents, moi j'ai vu un parent comme ça, de ceux qui sont dans cette situation-là. Alors, le crime, c'est le lieu géométrique du malheur. C'est comme ça. Qu'est-ce que doit faire une société comme la nôtre? Elle doit lutter. Comment doit-elle lutter? En mettant tous les moyens en œuvre. Mais jamais en disant, parce que je redoute un crime hypothétique, je vais garder à perpétuité un certain nombre de gens. Parce que ça ne s'arrêtera pas. Médias compassionnels, est-ce que le président l'est trop également, à votre le président de la République, il est parfaitement libre de laisser libre cours à sa compassion. Je ne crois pas que ce soit un sujet, là, en soi, de polémique. Ce que je veux marquer, en revanche, c'est que le système que nous avons, législatif, dans lequel on a une législation de faits divers. C'est-à-dire que vous avez un fait divers qui, à juste titre, mobilise l'opinion publique. Et après le fait divers qui mobilise l'opinion publique, vous avez immédiatement la réaction du politique. La réaction du politique, c'est ça n'a pas été suffisant, je vais faire une loi. Et à partir de là, vous avez des lois successives. Et des lois successives qui s'accumulent. On a à peine voté la loi sur la récidive, on en est déjà à une nouvelle. Et on constate que la précédente n'est pas encore entrée en vigueur, elle ne suffit pas. Jean-Louis Debré, qui préside aujourd'hui le Conseil constitutionnel, a dénoncé un risque de désacralisation de la fonction présidentielle. Il a fait un commentaire sur le style de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il est dans son rôle quand il porte ce genre de critique? Un ancien président du Conseil de commencer à formuler le code des bonnes conduites de ses successeurs. Jean-Louis Debré est un homme politique éprouvé, je dis agrandi d'ailleurs, dans le sérail des hommes politiques, y compris dans la tradition gaulienne. Je n'imagine pas comme m'entend les commentaires du président Debré. Sur le style. Non, mais le style c'est l'homme. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas nouveau ce que je dis. Le style, c'est l'homme. Alors, l'homme Sarkozy a un style présidentiel et un style présidentiel qui révèle l'homme Sarkozy. Ils sont indissociables. Il n'y a pas à cet égard de canon de bonne conduite. Mais quand vous exercez une fonction comme celle-là, il est évident que vous avez devant vous, puisque vous êtes tout le temps exposé, parfois surexposé, les spectateurs. Et les spectateurs, ce sont les Français. Mais et les Français, ils apprécient ou n'apprécient pas. Mais encore une fois, je ne me vois pas édictant le code. Quand c'était le guide des bonnes manières de la baronne Staff. Voilà, c'est ce qu'on donnait aux jeunes filles à lire jadis. S'il n'y a pas de guide, est-ce qu'il y a une ligne jaune à ne pas franchir pour un président de la République dans l'exercice de son mandat de président? Est-ce qu'on peut tout faire quand on est président? Est-ce qu'il y a une ligne jaune à votre avis? Je vais vous donner ma vision à moi. Oui. Mais c'est une question d'homme et peut-être de génération. Moi, j'ai toujours rêvé d'une présidence de la République modeste et discrète. Le général de Gaulle était un homme de l'histoire. Bien, il était, je crois, un homme d'avant la guerre de 14, il avait une certaine idée de la fonction. Bon. Mais j'ai toujours rêvé, en voyant les fastes de l'Élysée, que tout ça disparaisse. J'ai toujours pensé qu'il fallait avoir, dans le monde où nous sommes, pourquoi je dis une démarche discrète? Parce que vous n'avez pas, en dehors de votre fonction, à faire état de vous-même, et parce que, modeste, pourquoi? Parce que je ne crois pas qu'il faille vouloir concentrer dans les mains du président de la République tant de pouvoir qu'on le fait sous la Cinquième. Là est la vraie. Non, vous le disiez pas pendant la présidence de François Mitterrand, notamment. Pendant la présidence de François Mitterrand, personne ne m'a jamais interrogé sur le comportement de François Mitterrand, et les conversations entre François Mitterrand et moi étaient assez fréquentes en dehors du cadre protocolaire pour que, si j'avais quelque chose à lui dire, je le lui dise. Je rappelle de surcroît que le président Mitterrand est mort. Mais j'indique aussi que le président Mitterrand avait un trait caractéristique, c'était un homme secret. Parfois, peut-être, disait-on, excessivement. Mais secret. Il n'est pas du tout Très bien. à se montrer beaucoup dans ce qui concerne sa vie privée. Merci. Merci beaucoup, Robert Badinter. Merci. Bonsoir à tous.
souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regardez en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Le 18h, du lundi au vendredi, On compte aujourd'hui 500 000 enfants mal logés en France. c'est votre premier rendez-vous avec l'actualité. Ce qui est formidable sur ce plateau du 18h, c'est qu'on peut s'interpeller. Autour de Michel Grossior, la rédaction de Public Sénat se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité qui vous concerne. Ils seront côte à côte tout à l'heure à 20h35. Reportages, débats, interviews. Le 18h, c'est l'info avant tout le monde. Je voudrais pas couper, monsieur Delage, s'il vous plaît. On va rester calme et on va poursuivre l'échange. Respect et courtoisie étaient de mise, pas de divergence majeure donc. Halte à la course folle, jouons collectif. Le 18h, c'est du lundi au vendredi sur Public Sénat.